Chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer cette séance du Conseil municipal et vous invite donc à vous asseoir, s'il vous plaît. Je procède d'abord à l'appel. Donc Anthony Desclosiers est présent, Catherine Korb, présente. Franck Steinmetz, Marianne Besmoulin, présente. Michel Daculcy, présent. Magali Cousin, présente. Marc David, présent. Jean Legovic, présent. Edwige Tougeron. Lionel Salver donne pouvoir à Marie Grenapin. Il est excusé, il est actuellement au département puisque nous allons recevoir un prix d'encouragement fleurs et paysages ce soir. Donc il était excusé, il représente la ville pour la réception de ce prix du département. Geneviève Allopé a donné pouvoir à Catherine Korb, Arnaud Deniel, Véronique Cadieux, Julien Foussard, Laure Charpentier, pouvoir à Véronique Cadieux, Clémence Mortier, Patrick Cottrel, Vincent Groussin, Delphine Rossard, Michel Leclanche, Denis Poyra, pouvoir à Franck Steinmetz, Marie Grenapin, Loïc Leroux, pouvoir à Jean Legovic, Sonia Gruan, Henri Samoyau, et Nasser Achabi, pouvoir à Michel Leclanche. Martine Marchand, Philippe Bourgeolet va arriver, Stéphanie Prévost, Philippe Brasselet, Myriam Abkoui, pouvoir à Philippe Bourgeolet, Laurent Daniel, Emmanuel Froger. Merci. Secrétaire de séance, je propose Michel Leclanche, qui en est d'accord. Merci bien. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Avant de passer aux délibérations, je souhaitais dire quelques mots peut-être sur le contexte que nous vivons les uns et les autres, puisque je suis de retour avec Catherine Korb du Congrès des maires, où nous avons pu avoir de très nombreux échanges. Je voudrais faire part peut-être de la grande morosité qui peut exister dans notre pays actuellement dans cette situation économique difficile et désastreuse. Je voudrais faire part de la grande difficulté, aussi incompréhension des collectivités territoriales qui vont subir de plein fouet les demandes de l'État d'efforts budgétaires conséquents, à hauteur de 5 milliards d'euros officiellement, mais à entendre l'Association des maires de France, il s'agirait plutôt de 10 milliards d'euros qui seront demandés en économie pour les collectivités, ce qui représente un effort considérable, à plus forte raison pour les collectivités qui font plus de 40 millions d'euros en fonctionnement. Donc évidemment, nous ne sommes pas concernés, mais nous sommes quand même concernés par des mesures qui sont demandées, notamment des suppressions et baisses pour ce qui concerne le fonds de compensation et TVA, mais aussi l'augmentation du point de cotisation patronale qui aura un impact important sur la masse salariale de notre collectivité. Je déplore les propos tenus par l'État qui rejette la responsabilité sur les collectivités territoriales. Ainsi, les collectivités territoriales seraient responsables de tous les maux. Et pourtant, il faut quand même rappeler plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que l'État nous demande depuis de nombreuses années d'intégrer des dépenses supplémentaires dans notre masse salariale, et on en parlera le mois prochain à l'occasion du ROB et des décisions de l'État qui pèsent très lourdement sur notre budget de fonctionnement. Et Marc David aura l'occasion d'en parler le mois prochain. Et puis rappeler aussi que les collectivités territoriales investissent pour 70%. 70% de l'investissement est réalisé par les collectivités territoriales. Et tout ça, c'est évidemment bon pour l'activité économique et donc bon pour l'emploi. En rappelant aussi que, contrairement à l'État, nos budgets sont évidemment à l'équilibre. Donc tout ça, évidemment nous inquiète. Ça inquiète aussi sur les conséquences sur l'activité économique et aussi dans une période où il y a des fragilités économiques et de plus en plus de plans sociaux
dans le pays. Tout ça nous fait craindre évidemment une crise sociale. Alors, le rapport d'orientation budgétaire nous permettra d'aborder l'ensemble de ces éléments. Nous pourrons en effet discuter de voir comment nous abordons l'année 2025 et les suivantes, mais on peut d'ores et déjà imaginer que les conséquences seront évidemment importantes, et qui plus est avec les déclarations qui sont faites par ailleurs. Et je voulais revenir aussi sur les déclarations du Conseil régional et de sa présidente, Christelle Morancet, qui a fait le choix d'aller bien au-delà des contraintes budgétaires, puisque l'État lui demande 40 millions d'euros, et dans les faits, elle a dit de manière volontariste vouloir en faire 100 millions, ce qui a comme conséquence de baisser, voire de supprimer des subventions dans plein de domaines. Alors au départ, c'était la culture, puis après on a appris que c'était les sports, et puis après on a appris que c'était les questions d'égalité femmes-hommes, et puis ensuite on a appris que c'était les questions de l'emploi et de l'insertion. Tout ceci est évidemment désastreux et catastrophique, et heureusement que les communes sont toujours au rendez-vous et toujours le dernier rempart pour éviter le repli sur soi. Alors, sous couvert de se recentrer sous ses compétences propres, la région donc a décidé de faire des coupes budgétaires de moins 75% pour la culture, moins 75% pour les sports. À l'échelle de la métropole, concernant la culture, on estime que ça pourrait être un manque à gagner de l'ordre de 3 millions d'euros. Je vous laisse imaginer les conséquences pour le territoire. Et tout ceci, c'est sans parler sur les suppressions de subventions au planning familial, au CIDFF ou encore à Solidarité Femmes, c'est-à-dire des associations qui œuvrent sur une cause qui nous est tous chère, c'est-à-dire d'aller contre et de lutter contre les violences intrafamiliales. Les missions locales se verraient supprimer leurs subventions, et à l'échelle de Nantes Métropole, c'est 478 000 euros qui seraient supprimés. Alors, quelles conséquences pour ça? On pourrait imaginer un vaste plan social généralisé, dont la responsabilité serait la région. Et pour nos communes, dans le domaine culturel, par exemple, ça pourrait être moins de spectacles de qualité, moins de propositions. Que va advenir les propositions de la Folle Journée ou de l'ONPL, l'Orchestre national des Pays de la Loire, sur notre commune? Que deviendront les festivals comme trajectoire pour lesquels nous sommes partenaires? Quelles pourraient être les conséquences des pertes de financement sur les aides de la coproduction? Bref, finalement, que se passerait-il si nous, communes, nous arrêtions de subventionner la culture, puisque finalement, à travers notre action, nous subventionnons la culture. Si nous arrêtions de la financer, eh bien, nous devrions mettre à disposition l'Igéria à un privé. Évidemment, les tarifs qui seraient appliqués ne seraient pas les mêmes et seraient sans doute beaucoup plus élevés et nettement moins accessibles. Alors qu'en tout temps, la culture, elle a été une compétence partagée. Ça, depuis les années 60, la culture est quelque chose de partagé entre toutes les collectivités. Et on estime qu'1 euro pour la culture, finalement, c'est 5 euros, voire parfois 6, dit-on, pour le territoire. Et la culture, ce ne sont pas que des chiffres. C'est avant tout la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble, c'est l'enrichissement intellectuel, c'est aussi la manière de mieux appréhender le monde et la société dans laquelle on vit. Et que dire des conséquences que nous pourrions, nous, vivre au niveau de notre commune si les subventions aux associations d'aide aux personnes victimes de violences intrafamiliales étaient réellement supprimées, comme pour l'instant ça semble être le cas? Eh bien, comment pourrions-nous continuer à aider et mettre à l'abri, et cela nous arrive régulièrement, des femmes notamment qui sont victimes de violences. Même chose pour la fin des aides aux missions locales. Comment pourrons-nous, nous qui accueillons des permanences de la mission locale,
accompagner ces jeunes qui parfois sont en difficulté. Donc vous imaginez bien toute la difficulté de ces décisions dont nous ne mesurons pas encore totalement bien l'ampleur, mais qui pourraient représenter un choc vraiment pour nos actions et pour la politique et les politiques publiques au sens large. Alors bien sûr, à Sainte-Luce, malgré ces vents contraires et ces décisions iniques, eh bien, nous continuons à défendre le service public, nous continuons à défendre la culture grâce à une programmation à la salle Ligéria et hors les murs, comme on dit, dans les quartiers, qui d'ailleurs n'a jamais été aussi riche que celle de cette année. Nous continuerons en 2025 avec le retour du festival Mots et Images. Nous continuerons en 2025 avec le retour de la fête de la musique le 21 juin prochain. Nous continuerons aussi à lutter contre le réchauffement climatique et c'est tout le sens de l'ouverture, par exemple, du parc Ovine qui est à l'ordre du jour de notre conseil municipal. Et enfin, nous continuerons à accompagner les personnes les plus fragiles, comme nous allons le faire prochainement avec les permanences du CCS dans différents quartiers, notamment le quartier de la Minet, ou encore avec le plan d'action que nous sommes en train de mener avec les personnes seniors et que nous présenterons au conseil municipal de janvier. J'ose le dire, heureusement que les communes sont encore là pour être le dernier rempart face aux décisions qui nous tombent du ciel, qui ne sont pas concertées et qui risquent de nous mettre, mais surtout de mettre les habitants en grande difficulté. Je vous remercie de votre attention pour ces propos un peu longs d'entrée de conseil municipal, mais je tenais à les donner, ça me semble évidemment très important. J'ouvre le débat pour celles et ceux qui souhaitent réagir ou poser d'autres ou avoir d'autres interventions. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas de remarques particulières. Très bien, eh bien nous passons à l'ordre du jour de ce conseil municipal et je vous propose d'aller voir du côté de Patrick Cottrel pour la première délibération qui concerne le transfert à Nantes Métropole de diverses parcelles. Patrick Cottrel. Bonjour à tous et toutes. Juste une présentation rapide. Normalement, c'est Nantes Métropole qui est responsable des voiries et des accompagnements de voiries. Mais bon, au cours du temps, il y a un certain nombre de voiries qui ont changé de statut, qui étaient des chemins ou des choses dans des lotissements et qui ne le sont plus. Donc il y a eu un état des lieux en commun avec Nantes Métropole. Et un certain nombre de rues ont été déterminées comme devant passer sous la responsabilité de Nantes Métropole et des accompagnements de voiries également. Vous en avez la liste sur papier et aussi sur un plan de ces voiries qui sont concernées et qui doivent être rétrocédées à Nantes Métropole. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera complètement absent, puisqu'il y a un partage des tâches entre Nantes Métropole et la commune, mais en même temps, ça fait partie d'une clause financière, et la responsabilité reste celle de Nantes Métropole, de toute façon, sur l'ensemble de ces parcelles. Donc voilà, je vous demande votre accord sur cette liste et sur ce principe de rétrocession à Nantes Métropole de ce qui doit être de sa responsabilité. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce transfert de parcelles? Sujet abordé en commission. Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. La délibération 2 qui concerne le mur de la gendarmerie, une convention de participation avec la Nantaise Habitation Coplogie est retirée, comme nous en avons abordé lors de la conférence des présidents et sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. La délibération 3 concerne les jardins des Ilettes et la convention avec l'association qui porte le même nom. Catherine Korb. Merci, Monsieur le maire. En 2018, la ville de Sainte-Luce a créé les premiers jardins familiaux rue de la Rongère, les jardins de la Minet.
Cette opération a été un succès et la ville souhaite continuer à développer les jardins familiaux sur la commune. Ils sont vecteurs à la fois de lien social, de relations entre les habitants, et ils permettent à des personnes qui n'ont pas de potager de pouvoir travailler des jardins pour répondre à la fois à leurs besoins alimentaires, tout en faisant une promotion de la pratique du jardinage respectueux de l'environnement. La ville a donc choisi de créer de nouveaux jardins familiaux sur le secteur des Ilettes, le long de la coulée verte. Ainsi, 21 parcelles sont mises à disposition des habitants. Une 22e parcelle existe, mais elle a vocation à abriter un espace jardinier partagé, mais aussi des locaux collectifs pour les jardiniers. La présente convention a pour but d'établir les relations entre la ville et la future association. Cette future association a été créée tout au long de la préparation de ces jardins, de la mise à disposition de ces jardins familiaux. Les jardiniers ont été accompagnés par la structure Écopole toute l'année 2014 à ce sujet. Nous pensions pouvoir mettre à disposition ces jardins un peu plus en amont en 2024, mais les conditions météorologiques ne nous ont pas permis de le faire, et ainsi les jardiniers vont pouvoir prendre possession des jardins là, en cette fin d'année, dans les toutes prochaines semaines, peut-être la semaine prochaine, si le temps le permet. Par contre, tout ne va pas être achevé, notamment l'abri collectif et les armoires qui seront mises à disposition sur chaque jardin, parce que nous devons attendre la validation de la modification du plume qui aura lieu en mars 2025. Et après, nous allons installer en avril 2025 les abris collectifs et les armoires dans les jardins. La convention avec l'association fixe les règles de fonctionnement et de mise à disposition de l'association, à la fois des parcelles, mais aussi les règles de facturation de l'eau et d'autres règles. Tout ce qui concerne le fonctionnement entre les jardiniers, c'est l'association qui le régit. L'association qui vient d'être créée la mi-octobre a déposé ses statuts à la préfecture le 19 novembre. Aussi, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention qui est d'une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction, et pour une durée de 5 ans. Et comme pour les jardins de Laminet, comme nous le pratiquons aujourd'hui, nous faisons un bilan annuel avec l'association de Laminet. Nous ferons également la même chose avec l'association des jardins des Ilettes. Enfin, pour vous préciser que le coût de l'opération de la construction de ces jardins s'élève à 232 690 €, plus l'intervention d'accompagnement d'Écopole à hauteur de 4 560 €. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Nous avons ensuite plusieurs délibérations qui concernent notre projet de parc public à l'entrée de la ville, donc mon parc public que nous appelons le parc aux Vignes. Peut-être avant de passer aux délibérations, je vous propose que Catherine Korb vous fasse une présentation de ce projet, à la fois sur son contenu et puis sur la méthode aussi qui a été pour faire cette réalisation d'un projet qui est très important pour la ville de Sainte-Luce. Catherine. Merci, Monsieur le maire. Ce projet, pour mémoire, vous vous en souvenez peut-être ou pas, comporte 2 phases. Une première phase pour une ouverture en juin 2025
Et après expertise d'usage, dans les années à venir, il y aura une deuxième phase. Le parc aux vignes a été acheté par la ville en décembre 2023. Il fait 2,5 hectares. Il a donc pour objet, je l'ai évoqué tout à l'heure, une ouverture en juin 2025. Et les objectifs de l'acquisition sont d'offrir un nouvel espace nature et de ressourcement aux habitants de Sainte-Luce et aussi de mettre à disposition un îlot de fraîcheur au cœur de ville, facilement accessible à tous et quel que soit l'âge. L'objectif du projet était de définir l'aménagement spatial de ce parc. Nous avons donc commencé à travailler l'esquisse en comité de pilotage en janvier 2024. Puis en avril 2024, après information de riverains, il a été organisé une balade sensible avec les riverains, les acteurs associatifs, les membres du conseil de quartier. Puis de mai à juillet, le comité de pilotage a réfléchi à ce projet pour définir ce qu'on appelle la DCE, c'est-à-dire que c'est pour le document qui permet d'ouvrir le marché et de le faire réaliser par la collectivité. Cette phase 1, les travaux vont commencer en février 2025 pour une ouverture, comme évoqué, à l'été 2025 à l'ensemble des habitants. Puis la deuxième étape, après le retour d'usage, se fera dans les années suivantes. Les objectifs et principales étapes de ce projet. On a travaillé en comité de pilotage. Les membres de ce comité de pilotage étaient les élus du groupe majoritaire et du groupe minoritaire, auquel étaient associés les services techniques et le maître d'œuvre, l'équipe de paysagistes. Ont été associés également les riverains, les membres des conseils de quartier et les associations qui travaillent sur la thématique de l'environnement, c'est-à-dire l'association Clémentine, Au bord du fleuve, les pieds rieurs. Et on a travaillé aussi avec le Conservatoire des espaces verts. Ces regards croisés ont permis à la fois d'alimenter le travail des paysagistes, mais aussi le travail du comité de pilotage. De ces échanges qu'il y a eu, il est ressorti des retours notables et qui ont permis de construire le projet que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est-à-dire que tous, au bout du bout, se sont accordés pour dire qu'on voulait avoir un parc calme, naturel et rustique. Les discussions ont porté aussi sur les difficultés, sur les équilibres à réaliser. Est-ce qu'on laisse ce parc ouvert partout? Mais non, il faut qu'on limite des endroits pour permettre à la faune et à la flore de continuer à y vivre et à se développer. Les aménagements et le caractère naturel, eh bien, il y a eu à des moments des discussions et finalement, on s'est accordé sur le fait qu'il fallait garder des aménagements naturels, y compris au niveau des jeux, dans un premier temps, pour que tout le monde s'y retrouve par rapport au parc que certains avaient pu découvrir du temps de la propriété aux vignes. Des échanges aussi, des oppositions, ouverture, fermeture. Est-ce qu'on ouvre pleinement ce parc ou est-ce qu'on le ferme certains jours? Est-ce qu'on le ferme le soir? Et finalement, vous allez voir, on a abouti sur le fait que ce parc, on le laisse toujours ouvert, mais ce parc ne sera pas éclairé.
Cependant, il y a un accord de tous, c'était sur les invariants. On veut que ce parc soit pédestre, qu'il y ait des cheminements doux et qu'on ait une accessibilité PMR sur tout le parc et qu'on ait aussi un lien avec le bois du Seille, mais aussi envisager un lien avec le bassin du Bois-Brillant. Une vigilance à la préservation de la tranquillité des riverains directs. C'était un souhait non seulement des habitants qui habitaient là, mais aussi de l'ensemble des personnes qui ont participé sur le fait que, eh bien, il fallait réserver des espaces où à la fois les familles puissent s'exprimer, d'autres puissent se donner, mettons, à la contemplation ou simplement déambuler dans le parc. Nous avons été appuyés dans la démarche de construction par le Conservatoire des espaces naturels, qui nous a permis d'identifier la faune et la flore à préserver. Cet inventaire précis et précieux a permis au comité de pilotage de réfléchir aussi autrement sur les aménagements. Vous le voyez sur la slide qui vous est présentée, vous allez voir sur les suivantes, on a une faune riche et importante, que ce soit chez les oiseaux, les mammifères, les amphibiens ou même les reptiles, on le verra plus loin. Et beaucoup d'espèces sont des espèces protégées et menacées. Au niveau de la flore, c'est la même chose. On a une flore qui est riche. On a l'orchidée, dont l'orchis bouffon. On a aussi des essences qu'on retrouve aussi dans d'autres espaces boisés de la commune. Et à partir de cela, nous avons pu définir les contours du parc. Les enjeux écologiques dans ce parc sont donc importants et on a le comité de pilotage a tenu aussi à le préserver et a tenu aussi compte des observations qu'avaient fait les habitants. Là, les zones, ça vous permet d'observer en fonction des couleurs ce qu'on retrouve à la fois au niveau faune et au niveau flore. On vous présente la phase 1 du parc. Et je vais vous la décliner en fonction des aménagements qui sont proposés. Afin de préserver le caractère naturel de ce parc, le choix a été fait de créer tout autour du parc, à partir de la rue des Indulgences, des cheminements périphériques pour préserver les refuges et les prairies. Donc, on pourrait montrer avec une flèche à partir du haut le pourtour du parc, à partir de l'entrée rue des Indulgences, plus à droite, plus au nord. Voilà, on passe dans le passage des Indulgences qui existe aujourd'hui. On fait le tour. On fait le tour. Tout ce contour du parc est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ensuite, il y a un passage tout en vert nord-sud. Cet accès est accessible aux piétons au milieu, mais moins accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce parc sera essentiellement piéton. Ensuite, on va passer aux aménagements. Donc l'entrée principale par l'impasse des Indulgences. Voilà, merci. Ici, ce sera un dallage en pavé qui sera mis. Au niveau de la placette d'entrée, le long des riverains, il va y avoir une haie qui va être plantée d'arbres. De l'autre côté, merci. De l'autre côté, en haut à droite, merci. Il y aura aussi une haie qui sera plantée en limite des riverains de l'impasse des Indulgences.
le long du chemin PMR, de l'autre côté. Et ensuite, à l'intérieur du parc, il y aura un autre chemin piéton en parallèle du chemin des Indulgences, c'est ce qu'on voit en pointillé orange. Dans le bas du parc, à l'ouest, tout en bas à gauche, on voit des jeux, enfin là, ils ne sont pas dessinés, on voit un espace ludique en rouge. Donc, comme je vous disais, ça a été fait de manière à préserver la tranquillité des riverains qui sont plus sur le nord. Il y a aussi des tables de pique-nique un peu plus haut. Il y a 2 tables de pique-nique pour permettre aux gens de s'asseoir. Des bancs sont aussi disposés à différents endroits, dont pas très loin de l'entrée, autour d'un arbre. Il y aura différents types de bancs. Il y aura des bancs avec des dossiers. Et là, par exemple, sous l'arbre, il n'y aura pas de dossier. Ce sera un peu comme des bancs autour d'un arbre pour se détendre et pour palabrer. À l'entrée du parc, on aura tout ce qui concerne l'accès aux poubelles, à la répurgation. À côté, il y aura aussi des toilettes qui seront installées. On peut passer à la salle suivante où vous sont illustrés les mobiliers qui seront mis dans le parc. Donc, on aura des jeux naturels qui seront éloignés des habitations. Ce seront des jeux en bois. Beaucoup seront réalisés à partir de la récupération du bois sur place. Il y aura bien sûr des espaces pour s'asseoir, comme je l'ai évoqué, et aussi il y aura des mobiliers rustiques. Et les jeux rustiques seront fabriqués à partir du bois existant sur place. Au niveau des arbres, pour identifier les arbres du parc, il y aura des étiquettes botaniques qui seront mises au pied des arbres. Pour préserver à la fois la faune et la flore au niveau de certains espaces, il y aura de petites ganivelles qui seront mises pour protéger les endroits. De même, dans le bas du parc, où aujourd'hui il y a un bassin, il y a tout un espace très humide et où l'accès peut être dangereux, il y aura des ganivelles de mise pour protéger, de manière à ce que notamment des enfants qui échapperaient à la surveillance des parents ne puissent pas tomber. Et comme je l'ai dit, ce parc sera uniquement piéton. À l'entrée, il y aura des appuis vélos qui seront mis en place. Ensuite, sur les franchissements de l'Aubinière, les franchissements qui vont s'intégrer dans le projet de l'étoile verte métropolitaine, dont l'objectif c'est de relier les grandes vallées aux parcs et jardins pour permettre de révéler à la fois des parcs, des jardins et aussi des demeures remarquables sur le territoire métropolitain. Au niveau de Sainte-Luce, la ville a travaillé avec la métropole pour que le parc aux vignes soit intégré dans cette étoile verte. Et à ce titre, la ville a obtenu de la métropole le financement de 2 passerelles. Une qui se situera au niveau à hauteur du bois du Seille et l'autre qui se situera à hauteur du bassin du parc aux vignes au niveau du bois brillant. Pour ce faire, une opération de sous-maîtrise d'ouvrage de la ville a été faite par Nantes Métropole et le financement sera donc assuré à 100% par Nantes Métropole. Toutefois, en juin 2025, quand nous ouvrirons le parc, ces passerelles ne seront pas mises en place parce qu'il y a un temps d'étude à faire avant de les réaliser. Voilà. Enfin, un mot important, c'est le coût de ces travaux. Les travaux pour réaliser ces aménagements
avec l'achat du parc, se monte à 973 000 euros. Pour mémoire, l'achat du parc était de 300 000 euros. Le mur de séparation du parc, le coût est de 288 000 euros. Et les aménagements, après passage en marché public, se montent à 385 000 euros, ce qui fait 973 000 euros TTC. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet avant de passer aux délibérations dédiées? Monsieur Brasselet. Pas d'intervention particulière, donc on figurait à l'intérieur du COPIL. Et lors du COPIL, donc, on a fait part de nos remarques et éventuellement de nos écarts par rapport à certaines visions. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Bourgelet. Juste une question complémentaire par rapport à ce que vous venez d'expliquer, Catherine. Donc, très bien. On y voit maintenant clair sur les travaux, enfin, notamment par rapport à la phase 1, donc, qui va démarrer en février, pour se terminer à l'été prochain. La phase 2, il y a une phase 2 qui viendra ultérieurement, on a bien compris. Vous avez évoqué le budget avec le mur de séparation, les aménagements, etc. Il me semble avoir entendu dans vos propos qu'il y avait un accompagnement, notamment par rapport avec un cabinet d'études ou des structures qui vous ont accompagné. Vous n'avez pas évoqué le coût de ces études dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les 973 000 euros, avec le détail mur aménagement. Vous n'avez pas parlé d'études, des coûts d'études, du cabinet d'études qui vous ont accompagné. On n'a pas fait d'études, c'est seulement le Conservatoire des espaces naturels qui nous a accompagnés. Le maître d'œuvre, c'est intégré tout a été intégré dans les travaux dans le coût de l'aménagement. Donc dans l'aménagement. Oui. D'accord. Donc ça, c'est les 385 000 euros que vous évoquez à l'instant. Ah oui, pardon. On me souffle. C'est hors maîtrise d'œuvre, mais de mémoire. Alors j'ai plus le chiffre. Je peux le rechercher. Vous l'avez, je pourrais vous le redonner après, mais je l'avais communiqué en amont et dans le cadre du comité de pilotage. Oui. Mais quand on avait fait la présentation en janvier 2024. Alors, vous l'avez le montant, en fait, de la maîtrise d'œuvre? Oui, puisqu'il est dans la dernière information qu'on passera au conseil municipal sur la maîtrise d'œuvre par Covigne, qui est donc... alors, il faut que je fasse une addition. Attends, Dan, je vais alors, juste... Non, mais... 29 420 plus 17 550. Je viens de la faire, l'addition. Ah ben voilà, merci. Alors, Philippe, c'était pour taquiner. Vous aviez la réponse, si je fais 288 plus 385, puisque 288, ça correspond au mur, oui. Chiffre que vous avez annoncé tout à l'heure. Oui. Les aménagements 385, c'est ce que vous avez annoncé, oui. plus les 300 000 euros d'acquisition. J'arrive à 973. Oui. Et donc, les coûts d'études que vous mentionnez ne sont pas intégrés dedans. Les coûts de maîtrise d'œuvre. Oui. Maîtrise d'œuvre, oui. Notre maîtrise d'œuvre, non. Viennent en plus. Oui. Oui. D'accord. Donc, on est, bon an, mal an, à 1 million d'euros. Vous trouvez ça cher? Ah, j'ai pas dit ça. Ah bon, je cherche juste à comprendre voilà. Les chiffres tels qu'annoncés. Ok. Tout simplement. Donc, on parle bien des montants engagés. Oui. À ce jour. Pas tous, puisqu'on vient de passer le... Signé. Oui, d'accord, parce qu'on vient juste de passer le marché, là. Ouais. Ça marche. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Alors, je passe à la délibération 4 et je me tourne vers Patrick Cottrel au sujet d'un échange foncier, justement, sur la mise en œuvre du mur. Donc, effectivement, il y a un mur de séparation entre le parc que nous avons acquis et la partie qui reste la propriété du Crédit Mutuel, je crois. Bon, voilà. Oui. Et bon. Donc, ce mur de séparation, ce mur orienté à l'ouest,
il se trouve qu'en regardant sur le terrain, les techniciens se sont aperçus qu'il y avait des racines d'arbres qui y étaient, et il était extrêmement délicat et difficile de les casser, de les supprimer pour les arbres et puis pour le mur aussi éventuellement. Donc il est proposé de procéder à un échange de terrain de façon à éviter ces racines, tout simplement. Donc vous avez le schéma qui permet d'éviter cet enracinement, tout simplement. Bon, voilà. Alors sans partie financière, c'est-à-dire qu'on considère que les deux parcelles sont équivalentes pour X raisons, enfin voilà. Donc c'est ce partage, cet échange de terrain qui vous est proposé. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Délibération suivante, Catherine Korb, pour les conventions de mandat de maîtrise d'ouvrage, pour les franchissements justement de Lobinière. Merci, Monsieur le maire. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la métropole va pouvoir donc financer les deux passerelles pour rattacher le parc aux vignes à l'étoile verte. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce projet d'étoile verte métropolitaine, la métropole, afin de mettre en réseau les promenades qui se situent le long des principales rivières du territoire, que ce soit l'Erdre, le Sens, la Chésine, la Sèvre et la Loire au plus proche de chez nous, et mettre en valeur le patrimoine, on va dire, arboré, et faire découvrir aux habitants de la métropole tous les espaces piétonniers qu'ils ont à leur disposition. La métropole a engagé en 2023 un projet d'élaboration de schéma directeur qui sera finalisé fin 2024. Mais sans attendre cette étude, la ville de Sainte-Luce a travaillé avec la métropole et a fait valoir, dans le cadre de sa compétence, les actions pour la création et l'aménagement des promenades le long des cours d'eau. Et Nantes Métropole a pris en compte notre demande et propose que la ville de Sainte-Luce accepte de faire réaliser au nom de la métropole la création de 2 passerelles sur le ruisseau de l'Aubinière, situé entre le bois brillant et le parc aux vignes, ainsi que le bois du Seille, et la viabilisation des cheminements pour les rejoindre sur le parcours de l'étoile verte Loire-Amont. Le mandataire représente donc le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées, jusqu'à ce que le dit maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission. Aussi, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la présente décision, notamment à signer la convention, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût estimé de cette opération est de 160 000 €. Et vous avez eu en commission, et c'est joint à la présente délibération, la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Michel Daculcy pour la décision modificative. Oui, bonsoir. Donc cette décision modificative numéro 1 concerne des ajustements budgétaires qui rendent nécessaire l'adoption d'une décision modificative du budget principal. Les modifications portent essentiellement sur la régularisation de la nature comptable des écritures concernant la masse salariale du CCAS en 2023 pour un montant de 324 933 € en dépenses et en recettes. C'est un équilibre et c'est une demande du trésorier de la ville en lien avec le changement de nature comptable, puisque nous sommes passés donc de changement de nomenclature dans la M57 entre 2023 et 2024. C'est juste une écriture comptable qui s'équilibre
rentrée et sortie. Il s'agit d'une convention de mise à disposition du personnel du CCAS et seuls les titulaires étaient concernés par cela. Le deuxième point qu'on peut souligner sur cette décision modificative, c'est le réajustement pour un montant de 90 000 € du montant prévisionnel 2024 de la ville, afin de tenir compte justement de cette convention de mise à disposition du personnel du CCAS approuvée en juin 2024. Comme je vous disais, seuls les agents titulaires sont concernés, donc c'est un équilibre entre ces deux lignes. Il y a aussi l'abondement du budget prévisionnel du 24 sur le versement FPIC. Il s'agit du fonds de péréquation intercommunale. On avait prévu au budget 55 000 € et donc il y a besoin d'abonder de 943 €. Les subventions d'investissement sur les biens amortissables sont amorties sur la même durée que les biens qu'elles ont financés, afin de neutraliser le poids de l'amortissement. Et un réajustement sur la provision est nécessaire pour l'année 2024 pour un montant de 1 000 €. Et l'ajustement des crédits liés à l'aménagement du parc aux vignes dont on vient de parler, Catherine Corbe vous a présenté le projet global, pour un montant de 110 000 €. Il y a aussi la dangerosité du mur du cimetière donc, qui sépare le parc aux vignes du cimetière de la ville, qui menace de s'effondrer et qui exige une intervention en urgence, démolition et reconstruction partielle, arasement et autres, pour un montant de 88 500 €. Cette décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes, avec une répartition que vous avez pu voir sur la maquette budgétaire. Et pour synthétiser tout cela, donc il y a ces 1 000 € dont je vous ai parlé, en dépenses et en recettes, le parc aux vignes à hauteur de 110 000 €, le cimetière, le mur du cimetière, 88 500 €, et des crédits non utilisés qui concernaient le CTM pour un report de travaux, ce qui fait que entre les dépenses et les recettes, les deux s'équilibrent. Et les suppressions de dépenses dont je vous parlais du CDM. Ça, c'est pour l'investissement. Concernant le fonctionnement, nous avons pour le FPIC, je vous disais, 943 €. La mise à disposition du personnel CCAS, plus 90 000 et moins 90 000. Et une régulation de rattachement en 2023 de 324 933 € qui correspond donc à la régulation de rattachement par rapport à deux lignes entre la ligne 65 et la ligne 70. Donc un équilibre par rapport à cela. Et il y aura une délibération qui suivra aussi un peu plus loin. Voilà concernant cette DM. Il y avait 111 pages donc, sur la maquette GT, parce qu'à chaque fois, il faut rajouter cela. Et je vous ai fait un rapide condensé de ces lignes. Y a-t-il des questions particulières? Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Froger. Donc, nous voterons contre cette délibération qui, en réalité, entérine la nouvelle gabegie que constitue le parc aux vignes. Ça me permet de rebondir sur votre présentation, Madame Corbe, pour rappeler quand même que, à l'origine, donc ce projet, qui avait fait l'objet d'un article dans le magazine de Sainte-Luce en mai 2023, c'était l'édito du maire d'ailleurs, dans lequel vous indiquiez, je vous cite, qu'il s'agissait d'un achat raisonnable dans le cadre d'une gestion rigoureuse des deniers publics. Pour justifier cette présentation, vous expliquiez que le parc coûtait donc 300 000 €, qu'il y aurait quelques aménagements, notamment pour doter le parc d'une entrée. Donc on a été quand même extrêmement surpris lors de la commission préparatoire à cette délibération d'apprendre donc par les voix de votre première adjointe et de votre adjoint en finances que le coût réel dépassait aujourd'hui le million d'euros. Le million d'euros, puisque tout à l'heure vous aviez oublié une petite donnée dans votre calcul. Donc vous annoncez en public 300 000 €. Ça coûte en réalité à la collectivité 1 million d'euros. Et ce n'est peut-être pas terminé, vous avez expliqué que ce n'était que la première tranche. Alors, ce n'est pas la première fois que vous nous imposez des dépassements budgétaires, mais ce qui est surprenant, c'est que ça résonne par rapport à vos propos liminaires en début de ce conseil municipal sur les difficultés financières à venir des collectivités suite aux décisions du gouvernement. Et donc, une nouvelle fois, vous nous imposez un dépassement budgétaire. Alors, pour l'histoire, je vous rappelle que vous nous aviez indiqué que les travaux de la mairie coûteraient 1,5 million, ils ont coûté 1,8 million. La microforêt est passée de 23 000 € à 80 000. Alors cette fois-ci, on passe de 300 000 à plus d'1 million, donc 3 fois le coût annoncé. Cela devient parfaitement inacceptable pour tout mot gestionnaire, ou vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc pour cette raison, on votera contre cette délibération.
Merci, Monsieur Froger. Je pense qu'en effet, votre équipe s'y connaît en dépassement budgétaire, puisque, pour rappel, la halle de sport qui était estimée à 5 millions d'euros a terminé à 7 millions d'euros. Donc je crois qu'on peut dire que vous vous y connaissez. En effet, deuxième réaction, puis je vais laisser Catherine Korb répondre. Vous avez dit que vous avez été très surpris lors de la commission de découvrir le coût réel, mais en fait vous avez participé au comité de pilotage. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup les uns les autres de votre participation et d'ailleurs d'avoir participé activement et d'avoir amendé et proposé des choses qui ont été reprises. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est comme ça que j'aime travailler. Donc je pense que vous n'avez pas pu réellement le découvrir. Et troisièmement, j'ai une question à vous poser. Sur quoi vous proposez de faire des économies sur ce parc, qui est un parc dédié aux lycéens, puisque vous étiez présent aux commissions, donc vous connaissez le projet par cœur. Quelles sont les propositions d'économies que vous faites ? Alors, sur votre première intervention, donc je n'étais pas dans l'équipe précédente, donc je n'ai pas connaissance du dossier que vous évoquez. Sur votre deuxième intervention concernant le COPIL, alors je n'y suis pas. Par contre, lors de la commission préparatoire, on a dû s'y reprendre à 3 fois, je pense, pour faire le total du coût de ce projet. C'est-à-dire que vos équipes ne savaient pas le coût, et d'ailleurs on l'a fait préciser encore une nouvelle fois ce soir, puisque les honoraires d'aménagement, enfin de maîtrise d'œuvre, n'étaient pas comptés dans le calcul. Et troisièmement, si vous avez besoin d'aide, je suis à votre service quand vous voulez, pour vous aider à gérer la commune. Très bien, merci de votre proposition, mais je réitère ma question, et qui peut du coup être posée à M. Brasselet et M. Daniel, qui font partie de votre groupe et qui ont participé au comité de pilotage. Quelles sont les propositions d'économie que vous faites ? Écoutez, c'est un peu trop facile de nous renvoyer la balle. On vous explique une situation. Donc, mon collègue Manuel Froger a donné les éléments. Vous essayez de renvoyer la balle de notre côté. Certes, on a participé, Laurent Daniel et moi, à certaines réunions. Moi, sur le comité de pilotage, mais le comité de pilotage était là uniquement pour regarder l'organisation globale sans jamais parler de prix. Et je pense qu'on a fait quelques remarques et quelques réflexions par rapport à ça. Mais jamais on a parlé de prix. Et à un moment donné, effectivement, on découvre une situation, celle qu'a décrite mon collègue Manuel Froger. Nous, on n'a rien d'autre à rajouter et c'est à vous de savoir où est-ce qu'il faut trouver les économies sur les différents dossiers qui ont été rappelés tout à l'heure, y compris les travaux de la mairie et les travaux de la microforêt. Alors, vous ne pouvez pas le découvrir puisqu'il y a eu plusieurs délibérations. La délibération d'acquisition du parc pour un prix de 300 000 euros, la délibération de construction du mur pour un prix de 300 000 euros, estimé à l'époque, et vous participez au comité de pilotage, donc connaissez exactement quels sont les prix de l'aménagement du parc. Donc du coup, je me tourne vers Laurent Daniel, qui était présent au dernier comité de pilotage, et sur lequel, effectivement, nous avons abordé les prix et le coût de l'opération, le coût, j'étais là à ce comité de pilotage, le coût était abordé. Donc, Monsieur Daniel, je voudrais savoir quelles sont les sources d'économie que vous proposez. Alors, la plus grosse économie aurait été la non prise en charge du mur par la ville. Un privé achète le manoir, entre guillemets, le parc, la maison aux vignes. C'était au moins à leur charge de faire le mur et pas à la ville de payer un mur de 200 mètres de long. Ça aurait fait une économie de 300 000 euros. Alors ça ne répond pas totalement à ma question, mais je vais quand même prendre cette réponse, peut-être juste pour expliciter une chose qui me semble intéressante. Lorsqu'on a débattu au tout début de ce projet-là, nous avons expliqué que nous allions acheter uniquement le parc, puisqu'on n'avait pas les capacités financières d'acheter l'ensemble maison plus parc, puisque le coût de l'ensemble était de l'ordre de 1,5 million, souvenez-vous. À ce moment-là, vous nous avez dit il faut absolument acheter l'ensemble de la propriété. Donc, certes, si c'était vous qui aviez été aux manettes, comme on dit, vous auriez donc acheté l'ensemble de la propriété avec le manoir. Vous auriez en effet fait l'économie du mur, de l'ordre de 300 000 euros, mais vous n'auriez pas fait l'économie et vous auriez dû dépenser l'aménagement de la maison,
qui aurait dû être transformé en établissement recevant du public et donc adapté, et c'est tant mieux, aux personnes à mobilité réduite. Et donc vous auriez sans doute dû rajouter, en plus de l'aménagement du parc, parce que ce dont on parle, vous auriez dû le faire si ça avait été votre projet, et vous auriez sans doute dû aménager la maison. On peut estimer le coût peut-être à 1,4 million, 1,5 million de coûts d'aménagement travaux à l'intérieur du manoir. Total de l'opération, pour ce qui concerne la ville, le projet que nous on a, c'est de l'ordre de 1 million d'euros. Pour vous, ça aurait été de l'ordre de 2,5 millions d'euros. C'est ça la réalité du prix. Donc Monsieur Froger. Vous avez les réponses, enfin les questions et les réponses, donc venez de notre côté, ce sera parfait. Vous ignorez le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que lorsque vous communiquez en public, vous annoncez 300 000 euros, et à aucun moment, je n'ai vu, moi, un rectificatif pour dire non, finalement, c'est une blague, ça coûte plus d'1 million d'euros. Et la difficulté, elle est là. C'est dans la communication que vous faites qui fait qu'en fait, vous voulez fausser le jugement des gens afin d'attirer leur faveur. Et là, c'est pas très honnête. Sincèrement, je vous le dis. Donc, moi, c'est ça qui me pose problème. Après, les choix budgétaires, les choix stratégiques, les choix économiques que vous faites, c'est dans votre programmation budgétaire. Donc, il fallait prévoir dès le début le budget qui allait pour faire le projet que vous annoncez, et pas minimiser l'affichage de façon à faire passer en douce ce projet. Alors là, ce serait bien mal nous connaître de fonctionner comme ça. Catherine Korb, pour compléter. Alors sur plusieurs choses, je regrette, Monsieur Froger, que vous n'ayez pas été dans le comité de pilotage. Vraiment, vous auriez dû vous porter volontaire pour venir travailler dans le comité de pilotage. Oui, vous allez me dire, c'est facile. Je suis quand même déçue parce que dans ce comité de pilotage, moi, je trouvais qu'on avait bien travaillé ensemble, élus majoritaires comme élus minoritaires. On a tenu compte des observations des uns et des autres. On a construit ensemble. C'était un projet que moi, je trouvais plutôt partagé entre élus, avec les acteurs associatifs, avec les habitants. Et franchement, comme le disait Monsieur le maire, qu'est-ce que vous vouliez qu'on supprime? À aucun moment, vous n'avez dit « oh ben non, mais ça c'est trop ». Non, au contraire, vous trouviez, on était tous d'accord qu'il fallait qu'il y ait une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sur l'ensemble de ce parc et non pas laisser qu'une petite partie accessible pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et même sur les jeux, j'ai un souvenir sur les jeux parce que c'est revenu, et mes collègues pourront aussi le dire, à 2 comités de pilotage. Quand on a proposé des jeux en bois, où moi j'ai dit qu'il fallait qu'on soit raisonnable par rapport au budget, vous proposiez qu'il y ait des jeux, mais des jeux beaucoup plus importants, qui est vraiment un espace jeu pour les enfants, ce qui aurait été d'un coût encore plus élevé. Et puis, sur la phase 2. La phase 2, quand on a présenté le projet au premier comité de pilotage, avec les services, je me souviens, cette phase 2, elle n'est pas identifiée dans le temps. Parce que nous étions tous d'accord pour dire que ce parc, on allait le laisser vivre. Et peut-être que les aménagements là, qui vont être faits, suffiront. Peut-être que les lycéens trouveront que c'est très bien comme ça. Et la phase 2, je ne sais pas, elle aura peut-être lieu dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis ce sera bien évidemment en fonction des finances de la commune. Et franchement, on n'a rien caché. Ce que vous citez là, c'était au moment de l'achat. Et on a toujours dit qu'on ferait un parc qui soit accessible, qui soit rustique et qui garde son identité. Et c'est ce qui est proposé aujourd'hui, mais en le rendant accessible à tous. Clémence Mortier. Oui, moi, Monsieur Froger, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous parlez de la communication qu'on a annoncé que ça coûterait 300 000 euros. Oui, c'était le prix d'acquisition. Et à l'époque, on a communiqué sur le prix d'acquisition, qui a été celui-là, tout simplement parce qu'on n'avait pas le prix des aménagements. Le prix des aménagements, il a été défini par le comité de pilotage qui a été mis en place après l'acquisition.
Donc ce n'est pas une malhonnêteté que de dire que le parc a été acquis à 300 000 euros. Et après, je pense que tout le monde est capable de comprendre qu'on ne peut pas acheter un parc qui était privé et puis dire, bon voilà, on casse avec une hachette, on casse un trou dans le mur et puis on dit aux lycéens, allez-y, profitez-en. Il faut un minimum de bancs pour les personnes âgées, il faut des toilettes, il faut des cheminements, quoi. Donc je ne comprends pas comment vous pouvez reprocher qu'à ce prix d'acquisition, on ait rajouté un minimum de coûts d'aménagement. Alors oui, c'est vrai, ça peut paraître un prix élevé, mais malheureusement, rien n'est gratuit, et surtout pour des aménagements qui sont amenés à durer. Donc voilà, je suis un peu surprise de votre intervention. Je peux essayer d'imager si oui. vous voulez. Monsieur Froger, puis ensuite je clôture. Ah, pardon. Alors, Monsieur Froger, Monsieur Bourgelet, et on clôt le Pour sujet. répondre à Madame Mortier, pour lui donner un autre exemple peut-être pour imaginer les choses, imaginez une famille qui s'installe à Sainte-Luce, qui achète une maison 300 000 euros et qui au final lui coûte 1 million. Vous pensez que cette famille va les financer comment ? Eh ben, dans le cadre d'une collectivité, on tire sur la trésorerie de la collectivité, on s'en préoccupe peu parce que ce sont les contribuables qui payent. Dans le cas d'un ménage, ce ne serait pas possible. Donc c'est là où moi ça me gêne. C'est-à-dire que c'est effectivement facile de faire plein de choses, de miroiter tout ça, lorsqu'on dépense l'argent des autres. Et ce qui se passe, et ce qui est en paradoxe avec la présentation de Monsieur le maire, c'est qu'en introduction, il nous a expliqué que justement, on allait faire face à des difficultés financières, qu'il fallait être rigoureux dans la programmation financière, qu'il fallait faire attention parce qu'il fallait falloir faire des efforts, et on fait exactement l'inverse. Et à titre personnel, je n'y souscris pas. Donc je n'adhère pas du tout à cette façon de gérer les projets. Mais je crois que personne n'a imaginé que le coût total du projet aux vignes serait de 300 000 euros. Enfin, vous l'avez peut-être compris, mais vous êtes le seul. C'est le prix d'acquisition, 300 000 euros. Enfin. Allez, Catherine Korb et Philippe Bourgelet. Alors, Monsieur Froger, je vais vous répondre tout simplement. C'est vrai, si j'achète une maison, 300 000 euros, et qu'après je me retrouve avec des travaux de 600 000 euros, alors deux possibilités. Soit j'ai des économies qui m'arrivent à faire, autrement, bien en fait, j'ai recours à l'emprunt. Et donc, là, on n'a pas eu recours à l'emprunt. Et ce parc aux vignes, moi, je pense que les lycéens qui nous regardent, ils en ont envie. Moi, je suis allée à la rencontre des habitants aussi. Je fais du porte-à-porte. Même les riverains, ils attendent tous de ce parc. Ils en sont tous satisfaits. Et je trouve dommage qu'on parte sur ce terrain-là après avoir travaillé une année constructive sur le sujet. Merci, Philippe Bourgelet. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voulais juste deux choses. Rebondir sur les propos de mon collègue Manuel qui expliquait dans le pilotage du budget, enfin du projet, le pilotage budgétaire de ce projet, ça posait effectivement en question. Alors je confirme mes propos parce que la semaine dernière, il y avait la commission d'appel d'offres pour les travaux à venir sur les deux lots de voirie et d'aménagement, enfin parcs, etc. Et j'ai posé la question en CAO de savoir l'état d'avancement du projet, du budget, par rapport au budget qui était affiché au niveau du budget primitif affiché en début d'année, qui était à 650 000 euros. Donc j'ai vu qu'il y avait un flottement. Alors, vous avez creusé les chiffres. Non, mais pas ce soir. À la CAO, il y avait un flottement. Oui, enfin, j'ai répondu avec un décalage de un quart d'heure. Donc ça, c'était juste pour corroborer les propos de mon collègue Manuel Froger. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Je voudrais rebondir sur vos propos, monsieur le maire, tout à l'heure, où vous nous reprochiez, parce qu'on n'en parle plus, de toujours parler du passé. Ce soir, vous avez encore parlé du passé par rapport à la halle de sport, où il y a effectivement eu un dépassement budgétaire. Alors, il n'était pas de 2 millions d'euros, il était de 1,5 million. Alors, je vais vous retourner le compliment, monsieur le maire, parce que un petit peu plus en amont sur le mandat 2014-2020, l'école de la Minet, on va rester sur le quartier de la Minet. Vous savez, l'école de la Minet, c'était un projet qui avait été initié par votre municipalité, monsieur le maire, lorsque vous étiez
délégué à la jeunesse et au sport, enfin pas au sport, à la jeunesse, et donc sur le mandat 2008-2014. Vous étiez le pilote du projet de l'école Félix Tessier. Le budget était plus de 17 millions d'euros à l'époque, et nous avons, notre majorité, diminué ce budget. On avait diminué de plus de 1,5 million d'euros. Donc globalement, entre ce que vous avez mentionné sur la halle de sport, on l'a rééquilibré largement avec l'école. Voilà, je voulais juste rapporter ça parce que c'est pas pour faire, encore une fois, le retour sur le passé, mais c'est vous qui l'avez initié, c'est vous qui avez reparlé du passé ce soir. Donc je voudrais quand même clôturer ce sujet du passé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous rappeler cet état de fait par rapport à l'allusion que vous avez faite en réponse aux propos de Manuel Froger. Merci, ça permet en fait tout simplement, puis on va pas aller plus loin sur le débat, on pourrait en dire beaucoup plus sur cette école et sur le fait qu'elle était luxueuse, trop grande alors qu'elle était saturée dès la première année. Mais au-delà de cet aspect-là, votre intervention est intéressante parce qu'elle me permet de dire que en fait, il y a toujours des décalages entre ce qui est prévisionnel, c'est-à-dire à l'instant T, on a un projet, on définit un budget prévisionnel, comme c'était le cas avec la halle de sport, où vous avez défini un budget prévisionnel, et puis la réalité des marchés, le temps qui passe, etc., fait que l'enveloppe, elle est forcément supérieure. C'est le lot commun, je pense, d'une très très grande partie des projets, alors ici à Sainte-Luce, mais comme sur la métropole et dans d'autres communes, c'est voilà, la réalité des pilotages de projets. Moi, on peut parler de chiffres, comme on le fait tout le temps dans cette assemblée, et M. Froger est toujours là pour nous le rappeler, mais on peut aussi parler projets et politique publique. Parce qu'on ne dépense pas 1 million d'euros comme ça pour se faire plaisir. Hein. On le fait parce que ça répond à un besoin. Et en l'occurrence, ça répond à plusieurs besoins. Le premier, c'est celui d'ouvrir des espaces de nature, d'en préserver la biodiversité et d'avoir une action importante. On sait que la biodiversité, elle est de plus en plus absente de la planète et on se doit de la préserver. Le deuxième objectif, c'est de créer des îlots de fraîcheur pour répondre aux besoins d'une population, et ça, vous n'en avez pas parlé. De répondre à une population qui parfois n'a pas d'espace pour se promener, pour aller se rafraîchir aussi. Moi, je pense notamment à ceux qui habitent juste à proximité, qui vivent dans des immeubles sans balcon. Demain, ils pourront profiter d'un espace ouvert et pouvoir flâner dans ce parc. Et puis, le troisième objectif, c'est sensibiliser la population aux espèces de faune, de flore existantes et faire de l'éducation à l'environnement, et c'est évidemment des objectifs qui sont très précieux. Moi, je pense que c'est évidemment important, au-delà des chiffres, de parler aussi de ce pourquoi on le fait. Et ça, je vous entends pas beaucoup en parler, donc j'aimerais bien qu'on puisse le faire de manière plus régulière, parce que ce qu'on fait, c'est une proposition supplémentaire à nos habitants dans une ville qui plus est nature. Et au regard de tous les échanges qu'on a pu avoir avec quelques habitants, parce qu'on est allé à la rencontre des riverains, mais pas que, à chaque fois qu'on parle du parc aux Vignes, il y a une forme d'impatience à ce que ça soit ouvert. Donc je crois que profitons du fait d'avoir de la chance. En réalité, on a quand même des problèmes un peu de luxe. On est en train de débattre sur le fait d'ouvrir un magnifique parc de 2,5 hectares en cœur de ville, ce que toutes les communes en France n'ont pas la chance d'avoir. Je crois que par les temps qui courent, c'est essentiel de se rappeler des éléments d'optimisme quand c'est possible. Voilà, je mets aux voix cette délibération qui, je le rappelle, concerne la décision modificative numéro 1 du budget. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc les 7 élus de l'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes pour? C'est donc adopté. Hop, délibération suivante. Merci. La délibération suivante est en lien direct avec la décision modificative précédente qu'on a adoptée. Il s'agit du rajustement pour un montant de 90 000 € du budget prévisionnel 2024 de la ville concernant le CCAS, suite à la mise à disposition du personnel approuvé en juin 2024. En tout cas, seuls étaient les agents titulaires qui étaient concernés.
Donc, nous proposons de modifier les crédits alloués au CCAS afin de tenir compte de ce nouveau calcul de la mise à disposition du personnel pour l'année 2024, en retirant 90 000 euros. Il était prévu en subvention au BP 2024 411 780 euros, et nous proposons de modifier cela en l'apportant à 321 780 euros. Et les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de la décision modificative numéro 1 qui a été vue tout à l'heure. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Cette délibération est donc adoptée. Délibération 8. Michel Daculcy. Il s'agit d'admission en non-valeur. Monsieur le trésorier principal de Saint-Herblain nous a demandé l'admission en non-valeur de plusieurs titres qu'il n'a pu recouvrer. Régulièrement, il y a des titres qui sont émis, mais les trésoreries ont du mal à récupérer les fonds et les sommes dues. Aussi, donc, il nous a demandé de passer ça en non-valeur. Il faut une délibération à ce sujet. Ces titres, dont vous avez la liste, ont été émis de 2018 à 2023 et le montant s'élève à 3 754,50 euros. Il s'agit d'APS, de restauration scolaire, de DLSH aussi, centre de loisirs sans hébergement. Voilà, d'études surveillées, capture d'animal errant. Les propriétaires se doivent d'acquitter une facture, mais parfois, malgré les nombreuses relances, le trésorier n'obtient pas satisfaction. Donc le montant total de ces créances qu'on nous demande de les passer en non-valeur est de 3 754,50 euros. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté à l'unanimité. Délibération 9. Cette délibération concerne des remboursements d'activités jeunesse. Régulièrement, cas des activités qui sont proposées par la commune, dans le cadre de sa politique enfant-jeunesse, différents motifs peuvent conduire à empêcher ces activités de se dérouler ou les familles de pouvoir y participer, principalement pour des raisons médicales. La décision de rembourser l'usager d'une prestation de la collectivité ne fait pas partie des délégations données au maire en vertu de l'article L. 222-22 du CGCT. Ainsi, seule une délibération du conseil municipal peut permettre de rembourser ces usagers. Le montant total de ces remboursements est de 118,27 euros, avec une liste de remboursements qui concerne l'adhésion au patio, décidément, avec ce mot-là, oui, de 25,41 euros, le multisport annuel 30,54 euros, le stage multisport vacances 25,84 euros, et enfin remboursement d'adhésion annuelle adulte en montant de 36,48 euros, pour un total donc de 118,27 euros. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération 10, Vincent Groussin. Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais parler de la délégation de services publics et les examens des rapports d'activité de 2023. Donc, la ville a confié la gestion de 3 services publics à des opérateurs privés par le biais de délégations de services publics. Il s'agit de la gestion de la fourrière municipale, de la gestion du marché, de la gestion multi-accueil Félix Tessier. Et chaque année, les délégataires ont l'obligation de remettre un rapport faisant le bilan de leur gestion du service public pour l'année passée. Donc on nous a bien reçus et ça fonctionne bien. Et conformément au Code général des services collectivités territoriales, ces rapports sont obligatoirement soumis à l'examen du conseil municipal. Merci Vincent. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante. Vincent Groussin pour la numéro 11. Oui, qui concerne donc la délégation de services publics du marché. Donc, en 2021, la commune a délégué la gestion du marché hebdomadaire à la société Sogémar, et cette délégation s'achève le 1er juillet 2025. Donc il est nécessaire de lancer une procédure de consultation afin de désigner le prochain délégataire. Un rapport détaillant les missions et les caractéristiques du contrat envisagé a été rédigé. Ce rapport a été soumis
pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui a mis un avis favorable. Et ce choix du délégataire passera par un appel à candidature. Merci Vincent. Y a-t-il des interventions sur la relance de la délégation de services publics du marché? Non, il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération 12. La même chose même pour la fourrière automobile. Vincent. Oui, tout à fait. Donc, depuis 2007, la commune a mis en place un service de fourrière municipale pour l'enlèvement des véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier. La dernière délégation du service public confiée en 2021 au garage Louis XVI s'achève le 1er juillet 2025. Aussi, afin d'assurer la continuité de ce service public, il est nécessaire de lancer une procédure de consultation afin de désigner le prochain délégataire. Donc, un rapport détaillant les missions et les caractéristiques du contrat envisagé a été rédigé. Ce rapport a été soumis pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui a émis un avis favorable. Donc, à l'issue de cette, le choix du délégataire passera par un appel à candidature. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Vincent, concernant l'attribution des marchés d'assurance. Oui, donc les contrats d'assurance qui garantissent la ville contre le sinistre lié à sa responsabilité civile, sa flotte automobile et à ses obligations statutaires vis-à-vis des agents et à la protection fonctionnelle des élus et de son personnel arrivent à échéance le 31 décembre 2024. Afin d'assurer à partir de janvier 2025 une continuité, une consultation du marché public a été lancée le 3 avril 2024 sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Et suite à la réception des offres, le 17 mai 2024 et leur analyse, la commission d'appel d'offres de la ville, réunie le 18 juin 2024, a attribué les différents contrats d'assurance, ce qui représente un coût global annuel estimatif de 102 862,26 €. Aujourd'hui, le conseil municipal doit délibérer pour valider ce choix et autoriser le maire à signer les marchés. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération 14. Marc David. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, la protection sociale complémentaire, ce qui vient, je vais encore reparler un petit peu d'histoire, l'accord national collectif qui a été signé entre les organisations syndicales représentatives et les représentants des employeurs territoriaux, donc en juillet 2023, partait sur deux volets. Un volet sur la prévoyance avec une mise en place obligatoire à partir du 1er janvier 2025 et un volet santé qui sera mis en place à compter du 1er janvier 2026. Alors la prévoyance, c'est un contrat collectif à adhésion obligatoire qui doit couvrir les risques d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité. Et dans les termes de l'accord était définie également une participation minimale des employeurs à hauteur de 50% de la cotisation du régime de base. En avril 2024, dans cette même instance, nous avons délibéré pour donner un mandat au centre de gestion pour trouver le meilleur assureur. Le 9 juillet 2024, il y a eu un accord régional qui confirme donc l'adhésion obligatoire et qui confirme un certain nombre de choses, l'accès à des garanties collectives sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé, du sexe ou de la catégorie professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questionnaire de santé pour l'adhésion, un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes du moment et le bénéfice du taux de cotisation surtout négocié et maintenu pendant 3 ans. Donc l'assureur qui a été retenu par le centre de gestion et le centre de gestion de Loire-Atlantique a été le pilote pour l'ensemble de la région Pays de Loire. C'est l'assureur Collectim Alliance et c'est le même assureur qu'aujourd'hui. Donc pour les agents de la collectivité qui avaient fait ce choix, puisque
Auparavant, c'était optionnel. On a repris la même proposition de l'assureur, c'est-à-dire couvrir à hauteur de 95% du revenu net. Donc cette proposition a été faite aux représentants du personnel lors du CST du 14 novembre et a été adoptée. Donc on fait après, on a une participation minimum de 50% et on fait un effort conséquent sur les plus bas salaires, puisque on prendra 80% de cette cotisation pour les revenus inférieurs à 1 500 € et on prendra 60% pour les salaires entre 1 500 et 2 000 € et on restera à 50% pour les revenus supérieurs à 2 000 €. Donc voilà ce qui vous est soumis à vote de ce soir. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, le tableau des effectifs. Alors le tableau des effectifs qui vient donc à chaque conseil municipal ou presque. Donc vous avez un tableau reprenant les créations et suppressions d'emplois. Donc on ouvre sur des cadres d'emploi pour le recrutement et on a un départ en retraite qui va être effectif au 1er avril 2025. Donc on ouvre pour le recrutement sur le cadre d'emploi de rédacteur et d'adjoint administratif. On a aussi un mi-temps pour un poste d'agent comptable et financière. Et les autres postes, c'est un recrutement d'aide de cuisine pour être à son cadre d'emploi, puisque la personne est recrutée. Et on a également des réussites à des concours. Donc ces réussites au concours, on supprime le poste ancien pour créer sur le diplôme obtenu, sur le niveau de cadre d'emploi obtenu. Donc voilà la présentation du tableau des effectifs pour cette fois-ci. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée. Délibération suivante, Véronique Cadieux, concernant le pacte de coopération de solidarité métropolitaine. Bonjour à tous. Donc en 2022, le Conseil métropolitain a approuvé le pacte de coopération de solidarité métropolitaine conclu entre Nantes Métropole et ses 24 communes membres. Partie intégrante du pacte métropolitain, il porte les ambitions en matière de mutualisation et de coopération intercommunale. Lors de son adoption, il avait été proposé une démarche de co-construction en 2 temps avec le déploiement d'un nouveau schéma autour des services communs confortés et complétés, puis la mise à l'étude de nouveaux champs partagés de coopération et de mutualisation. Le comité de pilotage pilotique avait été reconduit et renforcé par la présence des maires de Brin, Bouaye, La Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Orvaux, Saint-Herblain, Sautron et Thouarès-sur-Loire. En 2024, la possibilité avait été donnée aux communes qui le souhaitaient d'adhérer aux services communs existants ou de rejoindre un niveau supérieur, à compter du 1er janvier 2025. Il convient donc aujourd'hui d'acter les intentions émises par les communes. Il vous est donc proposé par la présente délibération d'adhérer au service commun suivant, le service qui est l'animation du réseau de lecture publique, CP8, et par ailleurs, pour permettre à certaines communes d'adhérer à des services communs ou à des niveaux renforcés auxquels la ville de Sainte-Luce-sur-Loire adhère déjà, il vous est proposé d'approuver les avenants correspondants. Le numéro 2 à la convention particulière qui est relative au service commun en charge de l'animation de la lecture publique à conclure pour permettre aux communes de Mauves-sur-Loire, Le Pèlerin, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire, Thouarès-sur-Loire et Vertou de rejoindre ce service. Donc il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 2, 6 juin, à la convention particulière relative au service commun en charge de la gestion documentaire et archives à conclure entre Nantes Métropole et les 24 communes membres, d'approuver l'avenant numéro 2, 6 juin aussi, à la convention particulière relative au service commun en charge de l'animation du réseau de lecture publique, et d'autoriser Monsieur le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, notamment de signer les avenants correspondants. Merci Véronique. Donc la nouveauté, c'est que nous adhérons, la ville de Sainte-Luce adhère au service de lecture publique, un service commun qui, ma foi, est très intéressant.
Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. La délibération 17, qui n'est pas une délibération, mais un prendre acte, concerne la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion du transfert du CEMIN. Vous savez, le MIN qui est le deuxième mine de France pour les années 2016 et suivantes, donc qui intègre la gestion de l'ancien mine, le transfert et la gestion des premières années du nouveau mine. Conformément donc à la loi, il nous faut passer cela en conseil municipal, puisque nous sommes une commune membre de Nantes Métropole, et donc il vous a été adressé ce rapport très très complet de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la CEMIN. Et il vous est donc demandé de prendre acte que ce rapport vous a bien été transmis. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Il n'y en a pas. Donc nous votons le fait que nous prenons acte. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Nous prenons acte. Dernière information concerne les décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal au maire. Vous avez la délivrance et reprise de concessions dans le cimetière. Vous avez, pour ce qui concerne le CCAS, le renouvellement de conventions de partenariat avec la mutuelle MCRN et AXA France. Vous savez, c'est ces groupements de mutuelles que nous proposons qui permettent d'avoir des prix plus intéressants pour ceux qui y adhèrent. Et puis nous avons des marchés publics, à la fois des marchés qui ont été conclus, et ça concerne la maîtrise d'œuvre sur la renaturation de l'école élémentaire de la Cerisay, et puis vous avez des avenants, notamment concernant les jardins familiaux aux Ilettes, la création, on en a parlé tout à l'heure, du mur aux vignes, la rénovation de l'école La Cerisay, et puis la maîtrise d'œuvre justement pour l'aménagement du parc aux vignes. Est-ce que vous avez des interrogations ou des interventions? Vous n'en avez pas. Eh bien, chers collègues, ce conseil municipal est achevé, mais nous nous retrouvons dans 3 semaines pour, oui, j'ai vu, pour le rapport d'orientation budgétaire notamment. Et le dernier mot pour Marc David. Oui, juste un petit mot pour dire que c'est le week-end du Téléthon et que dans ce cadre-là, les jeunes du patio travaillent d'arrache-pied. Je suis passé tout à l'heure au patio, Magali également. Ça sentait très bon, les gâteaux qui cuisaient dans le four. Et au profit du Téléthon, ils seront sur le marché, mais vous pouvez déjà même aller les voir tous les soirs. Ils font des très bons saucissons au chocolat. Donc n'hésitez pas à mettre leur travail en valeur. Merci. Pas trop de chocolat avant Noël. On vous souhaite une bonne soirée à tous.